Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette session qui est donc couplée entre Sfar Arkotova et Sfasek. J'ai la chance d'avoir à ma gauche Fabien Doguet, chirurgien cardiaque à Massy, à ma droite Alexandre Ouattara, chef de service en anesthésie-réanimation de chirurgie cardiaque à Bordeaux, et puis Christine Réziac qui est donc la présidente de la Sfasek. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion large avec tous les acteurs de la circulation extracorporelle autour de cette session qui doit être le plus interactive possible, parce que notre but à tous c'est de partager, d'échanger. Les pratiques, on le sait bien, ne sont pas du tout les mêmes d'un centre à l'autre, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter et discuter. C'est la raison pour laquelle on a fait finalement des sessions assez courtes, qui sont des sessions de 10 minutes, et on va demander vraiment aux orateurs de bien respecter ce temps de parole, parce que l'objectif c'est bien sûr le support qui va vous être proposé, mais surtout l'interactivité qu'on peut avoir et les échanges qu'on peut avoir entre nous, d'expérience ou bien de ressenti, de discussion par rapport à des recommandations, etc. Donc je ne vais pas être plus long. On va commencer par... Si je peux me permettre, il faut peut-être lancer le logiciel. Là, vous allez être obligé d'abord de répondre avant de débuter la session. Philippe ? Voilà. Donc on va vous demander soit de scanner le QR code ou alors de vous connecter au travers de l'adresse et de répondre aux questions qui vont vous être demandées. Et à la fin de la session, il vous sera aussi demandé donc, de répondre à des questions. Voilà. Excuse-moi, Julien. Bien sûr, merci Alexandre. Et donc Olivier Dezeb, il est où Olivier. Donc Olivier qui va commencer donc la première session, une cible de pression artérielle par CEC. Est-ce que c'est un concept has-been? Olivier, merci beaucoup de ta présentation. 10 minutes, hein? Oui, donc je vais peut-être passer sur les premières. Et parle bien dans le micro, on ne t'entend pas. Tu fais le chronomètre, Alex, comme d'habitude? Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette session. J'en suis très honoré. Je ne pensais pas avoir 10 minutes, donc je vais essayer de parler quand même lentement. Donc le titre, c'est une cible de pression artérielle per CEC. Est-ce que c'est un concept has-been? Voici mes conflits d'intérêts. Le rationnel de bien gérer la pression artérielle moyenne pendant la CEC, bien, le but, on le sait tous, c'est d'essayer d'avoir une bonne perfusion tissulaire avec le meilleur pronostic possible pour le patient, notamment au niveau du cerveau et du rein et du mésentère. Et en même temps, avec cette pression artérielle, c'est de limiter les complications per CEC, c'est de limiter l'activation de l'inflammation, de la coagulation, le tout pour favoriser la récupération la plus précoce possible. Donc, avoir une bonne PAM pendant la CEC, c'est un problème majeur pour nous tous, pour l'anesthésiste, pour le perfusionniste et pour le chirurgien. Alors, il y a des recommandations qui sont sorties récemment qui ne parlent pas de la pression artérielle moyenne, d'où l'intérêt d'en parler encore. Il y a une recommandation qui est sortie en 2019 qui en parle et je vais vous la présenter. Les avantages d'avoir des pressions hautes ou basses, elles diffèrent. Petit rappel pour dire que quand on a des pressions basses, il y a quand même moins d'éléments traumatiques pour les éléments figurés du sang. Et le chirurgien est plus à l'aise. Il y a moins de problèmes de cas de succion de cardiotomie. On limite aussi, quand on a des pressions artérielles moyennes basses pendant la CEC, on limite la charge embolique, notamment vers le système nerveux central. Donc il y a un certain intérêt peut-être à avoir des pressions artérielles moyennes basses pendant la CEC. L'hypotension per CEC et la morbidité a surtout été évaluée dans deux domaines, le cerveau et les reins. On distingue les études observationnelles sur le cerveau et sur le rein qui montrent pour certaines que lorsque on a des pressions artérielles moyennes basses pendant la CEC, on augmente de manière majeure le risque, par exemple ici, d'AVC. Ce sont des études rétrospectives, observationnelles, avec des grosses cohortes de patients. Dans cette étude, par exemple, ils montraient qu'il y avait un risque entre l'hypotension passée à moins de 65, moins de 55 de moyenne pendant la CEC et les complications d'AVC, des études sur 7500 patients. A l'inverse, il y a d'autres études, je vous en ai trouvé une, qui montrent que malgré des temps de PAM à moins de 50 mm de mercure pendant la CEC,
eh bien, sur 16 356 patients, il n'y avait pas de corrélation, de relation avec la survenue d'AVC post-opératoire. De la même manière, au niveau du rein, eh bien, il y a des études qui montrent que quand on a une différence de pression artérielle moyenne avant induction et pendant la CEC de plus de 26 mm de mercure, eh bien, on a un vrai facteur de risque d'insuffisance rénale post-opératoire. Et puis d'autres études observationnelles, toujours observationnelles, 5700 patients, qui montrent que c'est plus la PVC avant et après l'intervention qui est responsable de ces insuffisances rénales que la pression artérielle moyenne en elle-même. Donc, on n'a pas vraiment de réponse. Est-ce qu'il faut une PAM haute ou une PAM basse pendant la CEC? C'est difficile à dire sur les études observationnelles. Sur les études, cette fois-ci, interventionnelles, il y a 4 études importantes qui ont comparé pression artérielle moyenne basse, pression artérielle moyenne haute pendant la CEC. Et il y a 3 études en faveur de maintien de pression artérielle haute et 2 études qui montrent qu'il n'y a aucune différence entre des PAM basses et des PAM hautes. Et notamment, j'en reparlerai à la fin si j'ai le temps, l'étude de Wedel de 2018 qui a comparé des pressions à entre 40 et 50 de pression par rapport à 70-80 et avec des techniques d'IRM, eh bien, ils ont montré qu'il n'y avait pas plus d'AVC périopératoire. Donc, au jour d'aujourd'hui, la littérature nous dit qu'il n'y a pas de supériorité d'une PAM basse versus une PAM haute en CEC pour limiter les complications post-opératoires. Est-ce qu'il y a d'autres voies d'approche? Eh bien, maintenant, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une CEC un peu plus personnalisée en prenant, par exemple, la pression artérielle du patient? On prend sa pression artérielle préopératoire et puis on essaye d'être dans le range de sa PAM préopératoire pendant la CEC. L'autre possibilité, c'est d'essayer d'évaluer l'autorégulation d'un organe, en l'occurrence l'autorégulation cérébrale, pour essayer d'être toujours sur ce plateau d'autorégulation cérébrale, toujours au-dessus de cette PAM minimale qu'on appelle la Lower Limit of Autoregulation, qui nous permet de conserver toujours le même débit pour la valeur la plus basse de pression artérielle moyenne. Alors, est-ce que les études observationnelles, notamment une étude française récente de Caen, qui montre que lorsqu'on se base par rapport à la pression artérielle moyenne de base du patient, eh bien, si on baisse de plus de 10% la PAM per CEC, on a plus de complications post-opératoires dans le groupe PAM basse. Il y a plus de complications neurologiques, insuffisance rénale, événements cardiovasculaires. Une autre étude a montré aussi, une étude australienne, qui montrait qu'il y avait plus d'insuffisance rénale si on avait une variation de plus de 20% de la pression de perfusion par rapport à la valeur de base du patient. Il y avait plus de complications rénales. Ça, ce sont encore une fois des études observationnelles, donc qui montrent une relation. Maintenant, est-ce qu'il y a des études prospectives où, en se basant par rapport à la PAM préopératoire, on a moins de complications post-op? Eh bien, moi, j'en ai trouvé une seule en chirurgie cardiaque qui comparait une pression haute à 80 mm de mercure pendant la CEC versus une pression optimisée entre 57 et 90 en fonction de la pression artérielle moyenne du patient. Eh bien, en fait, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. Et peut-être qu'un projet français qui va sortir, qui s'appelle le projet OptiPAM, qui consiste finalement à avoir 2 stratégies. Une stratégie habituelle où on va maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 et une pression artérielle moyenne où on va rester à 10% autour de la valeur de base du patient. Est-ce qu'il y aura moins de complications post-opératoires? Bien, normalement, l'étude va bientôt commencer sur plusieurs centres français. Une autre manière d'approcher, de personnaliser un peu cette pression artérielle moyenne, c'est de se guider par rapport à des éléments de l'autorégulation cérébrale, des éléments de monitorage du débit sanguin cérébral. Ça peut se faire avec un Doppler transcrânien, où finalement on va corréler la pression artérielle moyenne avec les vitesses Doppler. Et s'il y a une corrélation très forte entre les deux valeurs, eh bien on sera sur des pentes où on perd l'autorégulation. S'il n'y a aucune corrélation entre la pression artérielle et le débit sanguin cérébral, eh bien on sera sur la zone d'autorégulation cérébrale, donc on estime qu'on sera dans une zone correcte. Il faut savoir que tous les patients ont des limites d'autorégulation cérébrale qui varient. Vous voyez dans cette grande étude qu'il y a des patients qui vont avoir 40 de PAM comme seuil d'autorégulation cérébrale et d'autres qui vont avoir 90. Donc on comprend que si on a un seul objectif de pression artérielle pour tous, eh bien, il y a des patients qui vont bénéficier de ce régime-là et d'autres qui ne vont pas en bénéficier.
Les études observationnelles montrent toutes qu'il y a une relation entre le temps passé sous cette autorégulation, sous cette LLA, avec les insuffisances rénales et les complications cérébrales. Fait intéressant, quand vous regardez les niveaux de pression artérielle pendant la CEC, c'est les mêmes niveaux de pression artérielle, c'est les mêmes niveaux d'oxymétrie cérébrale, c'est les mêmes seuils de pression basse d'autorégulation cérébrale, elle est là. Le seul élément qui diffère entre les deux groupes, complications, pas de complications, c'est le temps passé avec la profondeur d'hypotension passée sous le seuil d'autorégulation cérébrale. Les études randomisées, il y en a quelques-unes, il y en a 2 que j'ai identifiées, 2 études du même groupe américain qui montrent que quand on va approcher, quand on va optimiser la pression artérielle après l'avoir calculée par rapport au Doppler transcrânien, par rapport à l'autorégulation cérébrale, eh bien, il y a moins de délirium post-opératoire et il y a moins de troubles cognitifs, des tests de meilleure performance 4 à 6 semaines après la chirurgie. Par contre, dans cette grosse étude où ils avaient inclus quand même 460 patients, le critère principal, c'était un critère composite de complications cérébrales, ne ressortait pas. Donc, on n'est pas encore... je ne peux pas vous dire qu'il faut absolument titrer la pression artérielle par rapport à l'autorégulation cérébrale. C'est compliqué. En pratique, nous, dans notre centre, eh bien, on utilise beaucoup l'oxymétrie cérébrale. Et en fait, on va faire des tests avec un débit constant, des tests de noradrénaline, où quand on a une valeur de NIRS, par exemple, à 55, on va faire un bolus de noradrénaline. Et si on a une augmentation de notre NIRS, avec une augmentation de la pression artérielle moyenne, eh bien, on considère qu'on améliore la perfusion tissulaire, on considère que la pression artérielle moyenne du patient est plus adaptée à sa fonction d'organe. Donc voilà ce qu'on fait, nous, dans notre centre, pour manager la pression artérielle. On n'a pas de chiffres clés, on teste les valeurs et on regarde si l'oxymétrie cérébrale augmente. Il y a énormément de limites et de questions dans cet abord de la pression artérielle moyenne, parce que, tout d'abord, vous savez que la PAM, elle fluctue au cours du nictémère, donc elle varie chez l'individu en permanence. C'est une très belle étude qui a montré que finalement, quand on dort la nuit, on peut descendre à 65 de moyenne à moins de 65 de moyenne pour plus de 25% des patients. Si on regarde les valeurs à l'induction, c'est pas étonnant, avec le tonus sympathique, on a des valeurs beaucoup plus hautes de PAM. Donc, quel chiffre de PAM utiliser comme référence? Ça, c'est une question qui est difficile. Et en post-induction, souvent, on a des valeurs plus basses que la nuit. Donc, si on se base par rapport à une PAM pré-op, quelle PAM utiliser? Ça, c'est la grande question. Et puis, ce que je dis à chaque fois que je fais un topo, c'est que quand on parle de pression artérielle moyenne pendant la CEC, on sait tous que la PAM, c'est la résultante du débit de CEC et des résistances vasculaires. Et donc, quand vous avez 70 de moyenne sur votre moniteur, est-ce que c'est lié à vos résistances ou est-ce que c'est simplement lié finalement au débit de CEC que vous allez mettre sur votre patient? Et finalement, la PAM, est-ce que c'est finalement pas seulement la résultante du débit de CEC que vous allez mettre sur votre patient? Donc, moi, je pense qu'avant de parler de pression artérielle moyenne, il faut d'abord parler de débit. Dans les études que je vous ai présentées précédemment, quand on montre qu'il y a un facteur pronostic du delta de PAM, il y a aussi un facteur pronostic lié à un débit bas de CEC. L'étude de Wedel qui utilise des PAM à 40, ils utilisent des index cardiaques à plus de 2,7 litres minutes mètre carré, donc des index cardiaques plutôt hauts. Et si on n'a pas d'oxymétrie cérébrale pour titrer la PAM et titrer le débit de CEC, on peut au moins essayer d'avoir au moins un transport en oxygène optimal, au moins à plus de 300 ml par minute par mètre carré en cas d'hypotension. Voilà. Olivier, il va falloir penser à conclure. Ça y est, voilà. Regardez. Conclusion, la PAM, elle varie entre les individus, elle varie au cours du temps. Je pense même que le seuil d'autorégulation varie en continu, donc c'est difficile de se dire quelle PAM il faut, et probablement il faut varier la PAM en fonction de la demande du patient. Quand on fait une thérapie sur la pression artérielle, un vasoconstricteur en PER-CEC et
faire un vasoconstricteur en situation pulsatile, je pense que c'est deux choses très différentes, parce que quand vous êtes en situation pulsatile, quand vous allez faire un bolus de noradrénaline, vous augmentez probablement le débit parce que vous allez contraindre le secteur veineux, ce qui ne sera pas forcément le cas, ce qui n'est pas le cas en PER-CEC. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Il ne faut pas réagir de la même manière. Je pense qu'il faut titrer régulièrement la PAM et que d'abord, il faut optimiser la DAO2. Et pour optimiser la DAO2, eh bien, c'est toute la place du chirurgien qui va mettre la bonne canule artérielle, parce que si vous n'avez pas une bonne canule, vous n'aurez pas une bonne DAO2, ça c'est sûr. Et puis, c'est la place aussi du perfusionniste, parce que finalement, tout ce que je vous dis là, le perfusionniste, il va falloir en permanence qu'il adapte sa prise en charge hémodynamique aux patients, et donc le rôle majeur de nos perfusionnistes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, une remarque quand même, j'ai entendu Alexandre d'ailleurs avoir la même position. Donc si on comprend bien, Olivier, la pression artérielle c'est bien, mais en fait on ne peut pas en faire grand-chose. Parce que ce que tu veux c'est du débit. Ce qui en soi est quand même assez intéressant, parce que donc, la réponse à la question, la PAM est-elle has-been ou pas? Quelle est ta position? Ma position, j'avoue que c'est peut-être ça en fait. C'est quand vous regardez la dernière recommandation qui parle de la pression artérielle moyenne EACTS 2019, eh bien, il considère qu'il faut maintenir des régimes de pression entre 50 et 80. Mais si vous lisez la suite, c'est marqué après avoir ajusté la profondeur d'anesthésie et assumé la bonne suffisance, le bon débit de CEC. Donc, avant de parler de pression, je pense qu'il faut vérifier notre débit. En fait, il faut parler de la pression en dernier, quoi. Exactement, parce que la pression, c'est le débit fois les résistances. C'est quand même résistances. important, c'est-à-dire avant de réguler de la résistance, il faut réguler de la pression de perfusion et donc de la perfusion. Et donc, en fait, ajuster. Tu n'as pas parlé du GDP? Tu ne l'utilises pas? Si, on l'utilise, mais 10 minutes. Parce que le GDP, c'est le moyen de caractériser justement par rapport aux besoins du patient un débit. L'étude de Wedel dont tu parles, elle a quand même elle est certes négative parce que le P il est à 0,06, pas de bol, c'est pas 0,05, mais néanmoins il n'y a pas un gros collectif de patients. Il y a 2 fois 96. 200 patients, ouais. Donc c'est pas un gros collectif, et avec ça, il y a quand même une forte asymétrie de stroke et d'outcome composite, où il montre que dans le groupe basse pression qui va de 40 à 50 avec une moyenne effective à 45, ils ont un stroke versus 8 dans le groupe témoin qui est à 80, qui est supposé être à 80 de pression et qui en fait en réalité est à 65. Et donc finalement, c'est vrai qu'il manque de puissance cet essai, mais ce qui montre surtout, c'est que dans cette étude, ils ont valorisé la perfusion parce qu'au lieu d'être à 2,4 litres comme ils voulaient, ils sont à 2,7 litres dans les deux groupes, et qu'avec ça, quand on a une pression à 45 de moyenne, finalement on fait mieux qu'avec des pressions supérieures. Et ça va, c'est quand même fort. Et en termes de fonction rénale, cette fois-ci c'est très significatif. Il montre que dans le groupe basse pression, on a de meilleurs résultats que dans le groupe haute pression, probablement par un effet Karcher un haut débit avec haute pression qui est à 65. Donc l'idée, et je pense que ça c'est un message fort, c'est qu'il faut favoriser la perfusion avant la pression artérielle qui n'est que secondaire, et avoir un fort débit avec une pression élevée, ça génère forcément du Karchering et potentiellement ça peut être délétère. Donc on revient sur des paradigmes qui étaient 65 mm de mercure pour tout le monde, ce qui est complètement faux. Moi j'abonde complètement dans ce que tu dis. Il y a effectivement la pression artérielle, finalement c'est une donnée macro générale qui ressort, mais dont on ne peut pas forcément faire grand chose, et surtout il ne faut pas traiter un chiffre. Et parce qu'il y a quand même, moi j'avais travaillé un petit peu dessus il y a longtemps, mais on va mettre, pour remonter un chiffre d'une PAM, on va mettre des agents vasopresseurs, et les agents vasopresseurs vont avoir des effets complètement différents en fonction du système. Alors ça ne va pas avoir le même effet sur le cerveau, ça ne va pas avoir le même effet au niveau splanchnique, ça ne va pas avoir le même effet sur les artères périphériques. Et donc on ne va pas savoir ce qu'on fait, et je rejoins tout à fait le fait que finalement c'est un indicateur qu'on a, mais c'est vraiment le débit qui va compter, et que en mettant des agents vasopresseurs, on ne sait pas ce qu'on va faire en fait, et que c'est une donnée macro, mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau tissulaire quand on traite que ça. Il ne faut pas oublier que la CEC, c'est le seul endroit de la vie sur Terre où on maîtrise le débit en fait, parce que dans tous les autres endroits, le débit il est adaptatif au métabolisme, et là la CEC, c'est le seul endroit où on fait ce qu'on veut avec le débit, donc
c'est une tâche importante. Le pire étant la vasoconstriction, donc l'anesthésiste qui ne parle pas aux perfusionnistes ou respectivement. Et donc on a la pression artérielle qui monte, le perfus qui diminue son débit parce qu'il y a une grosse pression artérielle, et puis l'anesthésiste qui voit la pression descendre, alors il augmente son vasoconstricteur, et le perfus qui voit la pression augmenter encore, alors il baisse son débit. Et finalement vous vous retrouvez en bas débit vasoconstriction et vous avez des ischémies digestives. Et c'est comme ça que vous avez des ischémies mésentériques post-CEC. C'est simple, il y a probablement un caractère embolique, mais aussi du bas débit. Peut-être donner la parole à l'Assemblée, non? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, allez-y. Il y avait peut-être Olivier Bastien qui levait la main avant. On donne la parole, Christophe, après. Fort expérimental pour montrer, comme tu l'as dit à la fin, qu'au final, c'était le débit passait probablement avant la perfusion, la pression de perfusion. C'est pour ça que les études qui vont évaluer la PAM, je ne sais pas si elles vont être forcément positives. Moi, j'avais une réflexion simplement complémentaire à tout ce que vous venez de dire, c'est que pour casser ce cercle justement vicieux de l'administration d'amine, la pression qui varie, et on rajoute un élément de base à vérifier, c'est le niveau de sang dans le réservoir du perfusionniste qui détermine tout, hein, en fait. Enfin, qui va limiter effectivement l'augmentation de débit. Voilà. Et la canule du chirurgien, j'en profite parce qu'il est à ma gauche. Effectivement, quand la canule est trop petite, vous ne pouvez pas monter le débit, ou alors vous prenez le risque aussi d'avoir un effet cavitation. Et donc, c'est pas forcément. Donc, il faut des grosses canules pour faire du GDP. Okay. Christophe, il y avait une question, une remarque. Donc on y avait participé, et surtout quand on voulait maintenir des pressions élevées avec des vasoconstricteurs, une fois sur trois on n'y parvenait pas en fait. On avait du mal à maintenir ces pressions. C'était un objectif thérapeutique puisque ça faisait partie du protocole, mais on y parvenait assez difficilement à coup de vasoconstricteurs avec toutes les conséquences que vous avez parfaitement décrites, particulièrement chez les patients hypovolimiques, les patients de l'après-midi, hein, qui sont à jeun depuis la veille au soir. Heureusement on a corrigé toutes ces pratiques, mais c'est vrai que le débit, ça me paraît beaucoup plus important que la pression. Et on a des outils aujourd'hui pour adapter les débits aux besoins des malades quand même. Est-ce qu'en 20 secondes, je peux me permettre, puisque je modère et Massy a occupé beaucoup la parole, donc je me permets de prendre un petit peu plus la parole, est-ce que tu as des informations sur l'autorégulation? Parce que ça, c'est très intéressant quand même. Est-ce qu'on va avoir à disposition cet appareil dans 10 ans, 20 ans, dans 6 mois? Parce que tu nous montres que finalement, si on met la NIRS, alors tu commences à appréhender un peu les choses en montant la pression et regarder comment ça évolue. On imagine bien qu'avant la CEC, on va avoir une variation de pression, ce qui va nous permettre de regarder un coefficient de corrélation avec la NIRS ou autre chose, je ne sais pas. Et donc, déterminer finalement, l'appareil, il pourra nous déterminer finalement la LLA, non? Ouais, tout alors à fait. pourquoi il y a une barrière? La première barrière, c'est qu'utiliser un Doppler transcrânien, ça peut être légèrement compliqué, qu'il faut utiliser le bon Doppler parce qu'il faut mettre des sondes robotisées pour ne pas avoir sans arrêt à monitorer le avec Doppler. La NIRS, on ne pourra pas? Avec la NIRS, on pourra, je pense. Mais la NIRS, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas de logiciel qui intègre la pression artérielle à la NIRS. Parce que tous ces calculs d'autorégulation cérébrale, ça corrèle en permanence débit, enfin NIRS et PAM. Et donc, il faut qu'il y ait un logiciel qui s'implémente pour nous dire en permanence où se situe le patient. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Donc, on ne peut pas le proposer en systématique. Quand on voit le range entre 40 et 90, on se dit que finalement, on n'est pas dedans, hein, même avec le débit, même avec la pression, mais on risque quelquefois de faire des erreurs. Mais de toute façon, ce qui a été clairement démontré, les études de Merkin qui ont été faites pour calibrer notamment l'INVOS, elles ont été faites chez des patients qui étaient au-delà de 50 de RSO2. En deçà de RSO2, d'abord, il y a peu, l'algorithme les considère peu, et deuxièmement, on sait qu'on a zéro marge de manœuvre, c'est-à-dire que les 20% d'amplitude tolérée
par rapport à la valeur de base, elles sont calibrées sur des patients qui ont plus de 50% de RSO2. En deçà de 50%, il faut tenir ce chiffre. Par exemple, si j'arrive, je commence à 45, il n'y a pas 20% là, il faut tenir 45 parce que sinon, il y a de la perte cellulaire. Et donc, la perte de l'autorégulation cérébrale chez le commun, elle est définie par justement une diminution d'amplitude de RSO2 de plus de 20%. Et c'est ça qui est considéré actuellement comme la perte d'autorégulation cérébrale. Et c'est là qu'il faut agir parce qu'il y a une perte d'autorégulation cérébrale. Après, on n'a pas d'outils plus performants que ça, mais c'est déjà pas mal, parce que sinon, quand on ne le monitore pas, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est vrai que c'est une bonne remarque, c'est que nous, quand on utilise parfois le Doppler avec la NIRS, on voit très bien que 3 points de NIRS, des fois, c'est une vitesse de Doppler qui explose. Donc c'est pour ça que 3 points de NIRS, ça peut être significatif au niveau clinique, en fait. Alors que de visu, ça l'est pas forcément. On va être obligé de passer à la communication Merci. suivante. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup.